Merci Sam de cette présentation. Eh bien, nous sommes à nouveau ensemble pour cette présentation qui malheureusement s'est un peu mal passée la semaine dernière, puisque j'ai appris au bout d'une heure que vous n'aviez pas de son et qu'au bout d'une heure et quart, vous n'aviez même plus d'image. Donc, c'est un plaisir de me retrouver devant vous. En fait, pour vous présenter comment la biologie sert l'implantologie mini-invasive. En fait, cette présentation va surtout faire le point sur la mini-invasivité en implantologie et montrer comment on peut avoir une implantologie que j'appelle vertueuse ou plus vertueuse, à savoir utiliser des techniques mini-invasives et le moins possible de biomatériaux. En fait, il y a des techniques qui sont relativement simples que je vais vous montrer, que j'utilise tous les jours depuis environ une quinzaine d'années et qui me donne grande satisfaction tous les jours. Alors, j'ai plus de 35 ans de chirurgie orale et d'implantologie, où évidemment j'ai utilisé toutes les techniques chirurgicales que l'on connaît, et depuis une quinzaine d'années, je me suis dirigé un peu plus sur la chirurgie mini-invasive. Alors, pour commencer cette présentation, je voudrais rendre un hommage à nouveau sur deux personnes qui ont compté énormément durant ces 15-20 dernières années et qui ont peut-être contribué à cette vision un peu différente, mini-invasive, de l'implantologie. Alors, le premier, tout le monde le connaît, c'est Hippocrate. Hippocrate, dans tous les pays, je pense, au monde, on jure le serment d'Hippocrate. Et Hippocrate, même si vous le connaissez tous, peut-être vous avez oublié qu'Hippocrate était le premier médecin mini-invasif. En effet, Hippocrate avait, dans ce qu'on appelait le corpus Hippocratis, déclaré que, en fait, ces quatre humeurs essentielles, qui sont en fait le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire, si je me rappelle bien, réussissaient à s'équilibrer et pour permettre une guérison des différents tissus. Enfin, c'était assez simple et je ne veux pas vous embarquer dans un retour en arrière du temps d'Hippocrate. Mais je vais vous montrer néanmoins que Hippocrate, qui était en fait l'inventeur du scamnum, ou ce qu'on appelle le banc hippocratique que vous avez dessiné sur ce petit dessin, en fait, Hippocrate était le premier à avoir proposé un banc de traction pour mettre, lors de fractures des membres, les os en tension et pour en permettre la cicatrisation, la guérison, et la réossification. Mais aussi, Hippocrate a parlé dans certains écrits des bandages d'Hippocrate. Et le bandage d'Hippocrate, de la même façon, permettait de maintenir les deux fragments osseux et en permettre la cicatrisation. Alors, en fait, ces instruments relativement simples qu'on a tous oubliés, de la même façon que le spéculum, qui en fait représente peut-être l'ancêtre de la fibroscopie, qui permettait de voir donc à l'intérieur du corps sans avoir à ouvrir. En fait, pareil, une maxime que l'on connaît tous, puisqu'elle fait partie de ce fameux serment d'Hippocrate, c'est primum non nocere. D'abord, ne pas être nocif. Et en fait, le principe d'Hippocrate était celui-là, c'est-à-dire de laisser le pouvoir
des tissus eux-mêmes à pouvoir se régénérer, à pouvoir se cicatriser. La deuxième personne qui a compté pendant ces 20 dernières années, eh bien, c'est Einstein. Et Einstein, qui est l'auteur de nombreuses maximes, dont on connaît certaines, en a une qui est celle que vous voyez sur votre gauche: rendez les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples. En fait, j'ai essayé, et dans mon protocole en implantologie, j'ai essayé de simplifier les choses, mais les simplifier peut-être en utilisant moins de biomatériaux, en utilisant des techniques qui sont plus simples, ce qui ne veut pas dire qu'elles doivent être trop simples. Hein. En fait, ce qu'il faut être, je pense, en chirurgie, mais surtout en implantologie, c'est être pragmatique. C'est trouver des solutions qui apportent en fait des résolutions aux problèmes ou aux pathologies qu'on puisse trouver. Alors, si on cherche dans le dictionnaire la définition de la mini-invasivité, qui est connue dans le monde anglo-saxon sur MIS, Minimally Invasive Surgery, la chirurgie mini-invasive, si vous regardez et cherchez cette définition dans le dictionnaire, ça se réduit en fait à des incisions qui sont moins importantes que dans les procédures traditionnelles, donc les procédures qui sont invasives. En fait, je trouve que cette définition est terriblement réductrice, parce que en fait, la mini-invasivité se réduit pas simplement à l'ouverture ou le fait que l'on fasse un lambeau ou pas un lambeau. C'est beaucoup plus que ça. C'est tout un concept, et j'allais même dire c'est toute une philosophie. Alors, cette chirurgie mini-invasive trouve ses avantages évidemment par rapport à la chirurgie dite ouverte, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de lambeaux. On obtient a priori des résultats au minimum qui sont égaux, mais peut-être meilleurs. La douleur et la morbidité des tissus, surtout donateurs, est moins importante, et la récupération plus importante, plus rapide, et l'esthétique, et en fait c'est probablement une des raisons premières pour laquelle on fait cette chirurgie mini-invasive, l'esthétique est évidemment préservée ou améliorée. Mais cette chirurgie mini-invasive, hein, comme on peut le trouver dans ces petits dessins que vous voyez en bas, hein, en chirurgie orthopédique, en chirurgie de l'abdomen abdominal et en chirurgie cardiovasculaire, on les retrouve aussi en radiologie. On les retrouve dans nombreuses spécialités de chirurgie, neurologie, ophtalmologie, etc., maxillofaciale. En fait, en implantologie et en chirurgie buccale ou orale, peut-être on ne la retrouve pas aussi présente ou de façon aussi importante que dans d'autres spécialités. Mais si on revient à cette spécialité de l'implantologie, posons-nous la question: quel est le problème principal? Le problème principal, eh bien, vous pouvez tourner l'implantologie dans tous les sens. Le problème principal, c'est en général, se réfère au manque d'os. Et ce manque d'os, on pourra, ce manque d'os, c'est pas simplement, mais de tissu dur ou de tissu mou, on pourra en fait le résoudre d'abord pour l'os avec des techniques d'augmentation, hein, qui vont être les greffes, la régénération osseuse guidée, mais aussi la distraction. Mais toutes ces techniques sont invasives, amènent à la morbidité des tissus donateurs, prennent du temps et sont imprédictibles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune technique d'augmentation des tissus osseux qui sont prédictibles. Pour ce qui concerne les tissus mous, la chirurgie des tissus mous se fera essentiellement en augmentation de muqueuse kératinisée ou de greffe de tissus conjonctifs. Alors, en fait, ce qu'il va falloir
dans un premier temps, c'est optimiser ces tissus osseux. Alors, là, le choix que l'on a fait dans un choix mini-invasif, c'est évidemment, dans un premier lieu, d'être en flapless, procédure flapless, c'est-à-dire sans lambeaux. Et il y a une raison majeure, et c'est celle que je vais développer dans un premier lieu. Pourquoi sans lambeaux? Eh bien, parce que on va réussir à avoir une préservation du périoste. Et cette préservation périostée va empêcher la rupture de vascularisation. Mais si on travaille en flapless, c'est un peu comme pour ceux, je sais qu'il y a beaucoup de golfeurs au Maroc, parce que le Maroc a des golf courses qui sont superbes. C'est un peu la philosophie, j'allais dire, du trou en un dans le golf. C'est-à-dire que comme ce golfeur qui va chercher à envoyer sa balle dans le trou dès le premier swing, évidemment, il va chercher à obtenir son résultat dès le premier swing. Et en fait, quand on va faire une chirurgie mini-invasive, peut-être encore plus que toutes les autres chirurgies en implantologie, on va essayer de visualiser le résultat qu'on peut obtenir à la fin. C'est-à-dire non seulement à la fin de la pose de cet implant, mais à la fin de la pose de la prothèse. En fait, cette préservation osseuse et cette régénération osseuse qu'on va essayer d'obtenir va se faire par une gestion donc de ces volumes osseux et des tissus mous. Et vous allez voir que la gestion des tissus mous que je vais aborder dans une deuxième partie de cette présentation est très très importante, voire fondamentale. Mais ces deux gestions en fait de ces deux tissus sont le propre même de la chirurgie mini-invasive en implantologie. Alors, je reviens un peu à la dernière slide que je vous ai passée. Et l'erreur que vous voyez dans cette photo en bas à droite, c'est que on avait posé un implant sans lambeaux. Par contre, pour gérer ces fameux tissus mous, on avait mis une vis de cicatrisation qui est d'un diamètre beaucoup trop faible. Et vous allez voir, et c'est ce que je vais vous développer dans la deuxième partie, c'est qu'il va falloir justement gérer cet espace, j'allais dire, périimplantaire et disons la connexion entre la prothèse et l'implant osseux. Alors, des cas d'implantologie, j'allais dire moderne, ce qui est considéré comme l'implantologie post-Bradmarkienne, en fait, on l'a tous appris. On a tous appris comment poser un implant en faisant un limbo et de façon relativement conventionnelle. Et en fait, on a vu qu'on avait, alors ça c'est des vieilles slides que je présente, mais à l'époque, il y a une vingtaine d'années, on clamait des succès à 96%. Maintenant, on est plus dans, disons, les présentations ou les publications qui sont faites à parler dans un long terme d'un succès de 90%, à cause notamment de ces nombreuses péri-implantites. Alors, en implantologie, une autre chose qui est fondamentale, c'est en fait ce que l'on appelle cette stabilité primaire. Et on sait tous qu'on doit obtenir une stabilité primaire, sans quoi on n'aura jamais d'ostéo-intégration. Et cette stabilité primaire, elle dépendra d'abord de l'os, de sa qualité, c'est-à-dire en densité, etc., mais vascularisation, mais aussi dans son volume. Deuxièmement, elle dépendra de l'implant lui-même, c'est-à-dire de la structure de l'implant, peut-être de la surface de cet implant, de la connexion prothèse-implant et de ses
microstructure et macrostructure. Mais aussi de la façon dont laquelle on pose cet implant, donc de la chirurgie qui amène à la pose de cet implant. Mais ces trois facteurs primordiaux sont tous interconnectés. Donc, le succès de l'ostéo-intégration dépendra de cette stabilité primaire qui, elle, dépendra elle-même de ces trois facteurs primordiaux. Poser des implants, hein, comme on disait il y a 3 ou 4 slides précédentes, on a tous appris à les poser et chaque système implantaire a des protocoles qui sont bien définis et qui sont bien clairs et qu'on a appris durant les différentes propositions de type d'implant. En fait, même si ces protocoles sont bien définis, on a été confronté relativement rapidement à pouvoir poser des implants dans des cas un peu plus difficiles. Et moi, comme beaucoup d'entre vous, nous avons tous appris à poser des implants dans des cas plus difficiles où, en général, où la qualité de l'os n'est pas très bonne, à savoir sa densité, mais très souvent, la plupart du temps, où le volume osseux n'est pas suffisant. Alors, vous verrez hein, sur ces différentes diapositives dont je suis fier, hein, qui ont été faites des années auparavant en utilisant différentes membranes, des vis d'ostéosynthèse différentes, des sinus leaf externes, etc., des splitting crests. On a tous appris ça. Mais reconnaissez comme moi que de toute façon, ces reconstructions tridimensionnelles sont imprévisibles et non stables. Alors, en fait, la question qui s'est posée relativement de façon précoce, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter cette deuxième perte tissulaire? On a une première perte qui est due à la pathologie ou le trauma, etc., qui a apporté au fait qu'on doit poser un implant à ce patient-là. La deuxième, c'est quand on va faire cette chirurgie, il y aura inévitablement une perte là aussi tissulaire. Alors la plupart du temps, dans nos chirurgies, j'allais dire avancées ou complexes, on anticipe cette perte. En fait, il y a peut-être plus simple. Et ça revient, là aussi, on a des chirurgies qui sont toujours très très belles, chirurgie d'augmentation. En fait, ça revient à se poser la question, est-ce que ces chirurgies d'augmentation sont-elles toujours nécessaires? Est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir des chirurgies d'augmentation? Alors en effet, sur certains cas, notamment le manque de corticale externe vestibulaire, un manque osseux au niveau du couloir prothétique au niveau vertical, mais il y a beaucoup d'autres cas où en fait ces greffes osseuses ne sont pas systématiques. On aura une autre option. Et c'est ce que je vais vous développer au cours de cette présentation. Alors, ces chirurgies d'augmentation, en général, sont toujours très belles. Même si parfois elles sont un peu complexes, elles sont très belles. Regardez sur cette diapo, sur cette photo en haut à gauche, hein, la technique, la box technique de Fouad-Kouri, où cette chirurgie d'augmentation de la corticale externe au niveau maxillaire. Le problème, c'est que cette chirurgie n'est pas prédictive. Est-ce qu'elle en vaut le coup? Certainement pour le praticien, peut-être un peu moins pour le patient. Et la question peut-être primordiale, c'est est-ce qu'on a d'autres options? Les autres questions, c'est le coût de ces chirurgies d'augmentation, le temps, non seulement le temps opératoire, mais le temps de cicatrisation pour le patient avant d'intervenir à nouveau pour pouvoir placer des implants. Et qu'en est-il de la douleur? Alors, je vous laisse répondre à ces questions-là. En fait, dans ce protocole mini-invasif, on a 4 principes majeurs, 4 axes différents sur lesquels on va essayer de travailler. Tout d'abord, c'est une chirurgie flapless.
Et je vais peut-être vous faire des rappels pour certains, sans doute pour beaucoup. Et je dois dire que moi, avant d'avoir développé un peu cette technique, je pense que j'avais oublié beaucoup de choses et je ne portais peut-être pas autant d'importance à certains tissus que je peux le faire maintenant. Alors ici, vous avez une coupe d'os, un os long, avec son os cortical, os dense. On sait très bien que l'os dense est un os qui est rigide, que l'on peut plier jusqu'à ce qu'on appelle la fracture en bois vert. Et il y a une raison pour cela, hein, c'est tout d'abord sa structure, et sa structure dépend de sa vascularisation. Hein, c'est la structure aversienne que l'on connaît tous, et qui, en général, confère la fracture osseuse. Et puis, on a cet os trabéculaire, ou ce qu'on appelle l'os spongieux, et comme son nom l'indique, c'est un os qui peut être condensé, qui peut être expansé, contrairement à l'os dense, à l'os cortical. En fait, c'est probablement, on n'a pas le temps de s'étendre ce soir sur ce fait, mais c'est probablement ce qui nous a permis de changer la forme générale de nos implants, qui, rappelez-vous, il y a 30 ans ou plus, étaient tous des implants qui étaient cylindriques. Et puis maintenant, c'est très rare et la plupart des implants que l'on place sont coniques. Et il y a une bonne raison pour cela, c'est qu'un implant qui est conique va permettre, alors il y a plus ou moins, hein, ça dépend de sa structure, ça dépend des spires en fait qui sont plus ou moins agressives, mais en général, un implant conique va permettre une expansion osseuse. En fait, c'est dû à la structure même de cet os spongieux qui est fait de trabécules, donc de petites géodes qui vont pouvoir permettre l'expansion. On reprend notre coupe d'os long et vous voyez que sur cet os long, on a repris, donc on a l'os trabéculaire, puis l'os dense, et on a à la périphérie donc ce périoste. Le périoste, on a tous considéré que le périoste faisait partie de l'os. En fait, on doit le considérer à la fois entre faisant partie de l'os et faisant partie des tissus. D'ailleurs, pour ceux qui font de la chirurgie implantaire avancée, mais pas simplement, même de la chirurgie implantaire simple, la plupart du temps, quand on fait un lambeau de pleine épaisseur. Et je vais vous démontrer l'incongruité de ce lambeau de pleine épaisseur. En fait, vous voyez que, et ça, c'est pas une chose nouvelle pour quiconque, c'est qu'en fait, le périoste est considéré comme ayant deux couches, une couche externe, une couche interne. Et voilà une photo clinique. En fait, il s'agit du périoste du crâne d'un patient qu'on a en fait scalpé, et on va utiliser ce périoste pour en fait revasculariser et permettre une ossification au niveau des sinus frontaux et de la base du crâne antérieur. Alors, regardez ce périoste. Première considération, c'est que le périoste semble être très solide. Et en fait, le périoste est très, très résistant. On peut, sur un patient comme ça, en maxillofacial, tirer le patient sur le lit d'opération sans avoir de déchirement du périoste. La deuxième constatation, c'est que c'est très rouge, c'est très sanguignolant. La troisième peut-être, et c'est ce que vous voyez justement sur la corticale de ce crâne, c'est qu'il est lisse complètement. Et qu'en fait, les Anglais appellent ça un apron, periosteal apron, c'est-à-dire en fait un tapis. Pourquoi ? Parce que
et vous le savez très bien, quand vous faites par exemple un lambeau au niveau mandibulaire, de la mandibule, au niveau des molaires, et au niveau lingual, vous passez un décolleur et vous arrivez à décoller relativement facilement sans avoir à forcer ce lambeau. Pourquoi? Parce que, en fait, ce lambeau va être accroché sur la corticale simplement par des fibres de Charpet et un réseau vasculaire. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on le décolle facilement. Mais si on se réfère à toutes les publications qui sont faites, ce périoste contient, alors c'est assez variable, mais la moyenne, c'est 75% de la vascularisation osseuse. Certains parlent de jusqu'à 80%, 80-82%. Mais 75%, c'est énorme. Le reste, les 25% restants, correspondent à la vascularisation endostéique. Quand vous faites une chirurgie, vous faites une chirurgie au niveau de la mandibule, par exemple, vous avez placé un implant au niveau molaire, vous faites votre lambeau, vous levez les deux lambeaux en pleine épaisseur, vous posez votre implant, peut-être vous allez utiliser des biomatériaux, un substitut osseux, et puis en général, vous allez mettre une membrane par là-dessus, et puis vous allez suturer dessus. C'est pratiquement le contraire de ce que l'on devrait faire. Parce qu'on va priver, évidemment, cet os où on a enfoui notre implant de 75% de la vascularisation osseuse. Notre périoste, maintenant, on le voit sous le microscope électronique. Alors, sous le microscope optique, à grosse magnification. Vous avez à nouveau ces deux couches du périoste, la couche externe, ce qu'on appelle outer layer. Cette couche externe est très fibreuse. C'est ce qui va conférer au périoste sa résistance, sa solidité. La couche interne, c'est une couche qui est majoritairement remplie de cellules non indifférenciées et qui vont se modifier et évoluer jusqu'à nourrir la corticale que vous voyez qui est cet espace un peu plus rose en dessous. Vous voyez à certains endroits des fibres de Charpet qui vont faire la liaison et qui vont accrocher cette couche interne à la corticale. Mais aussi, vous trouvez des vaisseaux sanguins et des fibroblastes. Notre périoste que vous voyez ici avec une coloration hématoxyline et éosine va permettre aussi de voir que l'on a énormément de fibres dans la couche externe, mais que la couche interne, c'est en général donc ces fameuses cellules non indifférenciées qui vont évoluer en ostéoblastes, puis en ostéocytes, et aller nourrir ou recréer la régénération osseuse. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Et essayez de vous rappeler, je crois que c'est la troisième slide de la présentation, où je parle d'Hippocrate. Et Hippocrate avec ses fameux bandages d'Hippocrate. Et en fait, ça c'est la contribution d'une publication qui parle de fractures osseuses d'un os long. Beaucoup de publications qui sont très intéressantes en orthopédie. Et lors d'une fracture d'un os long, comme le cas en A, vous avez cet os long qui est fracturé et on a toujours notre périoste avec sa couche externe fibreuse et sa couche interne qu'on appelle aussi la couche interne ou cambium layer. Cambium layer en latin, changer, cambiare en italien. Et vous voyez que, évidemment, le premier stade, c'est l'hémorragie, puis l'hématome. Et l'intérêt, c'est un peu le même intérêt que l'on a dans les bandages d'Hippocrate, c'est que cette couche fibreuse, surtout, va maintenir notre hématome. On va avoir en fait cette hémorragie, mais qui va être plus ou moins contenue par cette couche externe. Et puis après, on a l'évolution donc de cet hématome, de ce caillot, qui va évoluer en ce qu'on appelle wooden bone
c'est-à-dire en os fibreux, et puis qui va évoluer petit à petit jusqu'à avoir un os lamellaire, donc un os cortical remodelé. D'accord? Donc ça, on l'a dans tout un tas de publications, on sait très bien le mécanisme de guérison d'un os, que ce soit un os long, que ce soit dans les mâchoires. On a de nombreuses publications qui parlent de tout l'intérêt de la gestion en fait du périoste, ici notamment dans ces 2 publications en orthopédie, hein, et qui montrent bien l'utilisation du périoste pour pouvoir recréer ou régénérer des zones osseuses où on a eu, pour des raisons traumatiques ou pathologiques, des pertes d'os. Donc, ce qui est possible, avec quelques petites différences, certes, mais ce qui est possible en orthopédie est aussi possible en maxillofacial et en chirurgie orale et implantologie. Alors, j'ai choisi cette slide, cette diapo, pardon, et en fait, sur cette diapo, on a pratiquement 2 cas qui sont identiques, hein, à part que celui d'en haut, le cas 2, est pour la pose d'un implant sans lambeau en flapless au maxillaire, alors qu'en bas, on a la pose d'un implant au niveau de la mandibule, et avec un lambeau. Alors, la grosse différence, puisqu'en fait, il s'agit là aussi d'utiliser en bas des expanseurs osseux, hein, donc pour faire l'expansion de cet os spongieux, et en haut, on va utiliser des expanseurs pareils, mais sans lambeau. La grosse différence, c'est quoi? La grosse différence, si on reprend le cas 1, hein, où on a fait ce lambeau, on a utilisé un pointeur, puis on a utilisé un pilote, une fraise pilote, puis on a utilisé, dans les cas en bas, des 2 photos du bas, des expanseurs osseux avec un diamètre grandissant. Et puis la pose de l'implant sur la photo de droite. Et or, vous voyez que sur cette photo de droite, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a posé l'implant, on va resuturer le lambeau par-dessus, et si vous regardez bien, vous avez dans ce V en dessous du col implantaire, on voit une zone qui est grisâtre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une fracture ici de la corticale. Si on repose un lambeau, très certainement, on aura, c'est le cas c'est dans ce cas précis, c'est ce qui s'est passé, on a une résorption osseuse ici de 2,5 mm à 3 mm. Alors, si on se réfère au cas du haut, où je consens qu'on puisse avoir de la même façon une résorption osseuse, la seule différence, c'est que sur le cas 2, on n'a pas fait de lambeau. On n'a pas fait de lambeau, donc le périoste est intact. Et ce périoste nous laissera toutes les possibilités de pouvoir maintenir cette corticale, ou voire même la recréer. Alors, en termes de mini-invasivité, on a plusieurs possibilités hein, dans les choix que l'on peut proposer aux patients tous les jours, comme l'utilisation de mini-implants ou d'implants courts. C'est ce que l'on voit sur cette diapo. En fait, on a essayé d'être le plus mini-invasif possible. On a placé des implants ici à iSystem sur cette diapo et qui vont permettre d'optimiser le volume restant osseux, hein, en étant le plus mini-invasif possible. Quant à l'utilisation du volume implantaire, c'est-à-dire de la longueur et du diamètre de ces implants. Il y a aussi, ici sur cette diapo, de la même façon, on a utilisé et optimisé l'utilisation d'implants courts avec un diamètre un peu plus large, mais pour pouvoir optimiser le fait de placer des implants sous-sinusiens et sans avoir à faire un sinus lift par voie externe. Pareil à la mandibule, sur la photo du bas, on va pouvoir utiliser des mini-implants en hauteur, mais aussi en diamètre, hein, pour pouvoir optimiser au maximum les volumes osseux qui restent disponibles. Alors, l'autre possibilité,
en étant mini-invasif, alors dans ce cas-là, la mini-invasif est peut-être plus relative. Et je vais vous donner ce cas présent où on avait un patient et ce patient a eu des problèmes avec une molaire supérieure, mais en bas aussi, vous voyez où il avait en bas à gauche où il a eu la perte, la fracture d'un bridge, donc suivi par des extractions multiples, et en haut à droite, au niveau de la 16, une extraction peut-être un peu plus rude et qui a amené à une perte osseuse sous-sinusienne. Alors, normalement, le consensus veut que dans ce cas-là, et je parle uniquement ici pour la molaire supérieure, c'est-à-dire la 16, le consensus veut que normalement, on devrait faire un sinus lift externe, par voie externe, c'est-à-dire un volet osseux au niveau vestibulaire, poser une greffe, attendre, et puis poser un implant dans un deuxième temps. Or, là, le challenge qui s'était posé à moi, c'était est-ce qu'on doit faire un choix mini-invasif ou plus invasif? Le plus invasif, évidemment, le sinus externe, ce qu'on appelle un tatum, tatum o'Neal, mais on peut aussi peut-être tenter un Summers, c'est-à-dire un sinus lift interne par voie crestale. Et c'est ce que c'est le choix que j'ai fait. Donc voici en fait l'étude préimplantaire. Donc on suppose poser en haut à droite un implant avec un sinus lift interne. L'os sous-sinusien initial restant est de 2,5 mm. 2,5 mm, en effet, on est en dessous, disons, du consensus qui permet normalement de poser un implant. Et là, on va faire donc un sinus lift interne et on va poser un implant d'un diamètre un peu plus important et avec une expansion. Cette expansion osseuse va nous amener à une stabilité primaire assez importante. Et vous voyez en fait le dôme un peu par dense. On voit très bien qu'on n'a pas utilisé de substitut osseux. C'est uniquement des membranes de PRF et des membranes de collagène. On sait très bien que durant les premières phases de régénération osseuse, on a besoin de collagène, mais j'utilise personnellement les membranes de PRF depuis 2000, grâce à Joe Choucroune, que tous les Marocains connaissent bien. Et donc voici en post-opératoire au début décembre 2019, et le cone beam qui a été fait en péropératoire, c'est-à-dire on vient juste de poser l'implant et c'est le cone beam, le scanner que l'on fait juste à la fin de la pose de l'implant. C'était pour des raisons didactiques ici de cours pour des étudiants. Donc vous voyez qu'on a dans la coupe coronale que l'on voit au milieu, la 34.0, on voit très bien qu'on a nos deux corticales, palatine et vestibulaire, qu'on a un peu plus de densification à l'apex de l'implant, qui correspond à ces membranes de PRF, et c'est surtout ces membranes de collagène qui vont être densifiées dans les gants, dans les doigts, mais évidemment avec le gant chirurgical, et qui vont en fait protéger notre implant. Protéger notre implant, et en fait, ce qui va se passer, c'est que le collagène a cette faculté de coller ou d'être très, on va dire, hydrophile par rapport au métal, et va rester au niveau de l'apex de l'implant, et il va se former au bout de quelques heures un coagulum qui va rester. Alors évidemment, on doit être dans le cas d'un sinus qui est sain, d'avoir évité toute effraction de la membrane sinusienne, etc., etc. Et toute infection évidemment préalable. Voilà la radio panoramique de contrôle le mois suivant, en fait fin janvier, où vous voyez qu'on a déjà une densification qui se produit au niveau de l'apex de l'implant. Ça, c'est 2 mois donc après.
Ça, c'est les photos intrabuccales avec donc ce capuchon, cette vis de cicatrisation, pardon. Et vous voyez que la vis de cicatrisation, en fait, c'est là tout le secret de la technique, c'est cette vis de cicatrisation qui va gérer les tissus mous périimplantaires et qui va empêcher la compétition cellulaire. Et voilà, donc, en fait, en 3 mois post-opératoires, vous voyez, où on a une calcification un peu plus prononcée tout autour de l'implant. Là, il s'agit d'un 8 mm par 5 mm de 8 mm de hauteur par 5 mm de diamètre. Alors, un autre cas, ce que j'appelle les IPIE, ce que tout le monde appelle comme ça d'ailleurs, c'est un plan post-extractionnel immédiat. Et là, on a en fait un patient qui était venu à la clinique avec une infection assez importante. Pratiquement, on était au niveau de la cellulite, avec une grosse infection. Et en fait, on a décidé de faire l'extraction, la pose de l'implant immédiat, sans utilisation de biomatériaux, avec la pose d'une vis de cicatrisation en post-opératoire immédiat. Voilà la radio péropératoire avec un pilier de paralysateur. Et on a posé un implant, ici c'était un implant implant suisse, un bone level. Et on a posé, ça ce que vous voyez, c'est une vis de cicatrisation qui est un prototype où en fait on l'a un peu, j'allais dire, customisé pour pouvoir fermer nos tissus. En fait, ce qui est fondamental pour se retrouver dans les principes mêmes de la régénération osseuse guidée, c'est de pouvoir gérer en fait la fermeture alvéolaire au niveau des tissus. Et là, de la même façon, on n'a pas greffé, on a juste posé des membranes, vous voyez dans l'alvéole distale, on a posé des membranes de collagène et des membranes de PRF pour pouvoir assurer, entre guillemets, l'herméticité des tissus. Voilà 3 mois post-opératoire. Et dans ce cas-là, en fait, on n'était pas très heureux de la vis de cicatrisation, la vis de fermeture de cicatrisation qu'on a utilisée. Donc, on est revenu à une vis de cicatrisation, j'allais dire conventionnelle. Ce qui est dommage, c'est que dans ce cas-là, je n'avais pas une vis de cicatrisation avec un diamètre plus important. Là, en fait, il s'agit d'une vis de 6 mm de diamètre et j'utilise normalement dans ces cas-là, c'est-à-dire molaire en général, plutôt des vis de cicatrisation de 9 mm, donc très larges et qui permettent justement de gérer cet espace périimplantaire au niveau des tissus mous et qui va nous permettre de gérer en fait cette émergence implantaire. Ça, c'est fondamental, d'autant plus qu'on est dans un secteur qui est non esthétique. À partir de, vous savez tous, de la 2e prémolaire, on a un secteur non esthétique, donc évidemment, on ne fera jamais une mise en charge immédiate dans ce cas-là, sauf si c'est des restaurations plurales que l'on doit faire, style Holland 6. 5 mois après, avec la prothèse d'usage, c'est-à-dire la prothèse définitive, c'est-à-dire une céramo-céramique, céramique montée sur zircone. Et vous voyez la cicatrisation de l'os au niveau des manques osseux. Le deuxième grand principe, c'est une décontamination importante, j'allais dire poussée du site implantaire. Alors, pour ce faire, moi j'utilise beaucoup le laser depuis maintenant une vingtaine d'années. Là, vous avez sur cette vidéo, en fait, ce que l'on voit, c'est la pose de 2 implants uniquement dans ce cas en utilisant laser et ostéotome. On va poser l'implant et on va jouer surtout sur l'expansion. Alors l'expansion osseuse, ici, elle va être verticale puisqu'on est en train de faire un Summers, c'est-à-dire un sinus lift par voie interne, c'est-à-dire crestal, mais on fait, et c'est ce qu'on veut en même temps, c'est puisqu'on n'a pas on a une diminution verticale du volume osseux, donc on va jouer sur l'expansion en fait radiale. Donc
faire une expansion en fait radiale ou radiaire au niveau périimplantaire. Là, on contrôle toujours les parois osseuses. Ici, vous avez vu que j'ai utilisé un antibiotique, le métronidazole, hein, qui est très effectif sur les non-aérobies, puis la pose de l'implant, avec un torque assez élevé. Ici, on a utilisé à peu près, je crois que c'est 90 newtons, puisque le moteur s'arrête à 80 newtons, et en fait, on continue le torque assez important dans la même ligne. Donc, on arrive à peu près entre 90 et 100. L'implant est posé, on contrôle à nouveau, alors vous avez vu que j'ai utilisé des membranes de collagène. La plupart du temps, j'utilise en même temps les membranes de PRF. On contrôle l'enfoncement, puisqu'on est en flapless, on contrôle l'enfoncement par rapport à l'os cristal et sur les 4 murs de l'implant et la pose de la vis de cicatrisation. Là, un deuxième implant est posé de la même façon, faire vaporisation des tissus mous et puis l'expansion. Et comme vous le voyez sur la vidéo, sur le premier implant qui a été placé, les tissus mous blanchissent. Et ça, c'est très important parce que en blanchissant, on sait qu'on va proposer en fait une fermeture un peu plus hermétique. Et c'est là en fait tout le secret de la technique. Alors là, on est en technique, c'est-à-dire pose de l'implant dans un site qui est cicatrisé, hein, c'est-à-dire pas en post-extractionnel. On va voir les post-extractionnels immédiats après. Et là, vous voyez que en fait, je repousse à la façon d'un coussin qui va me permettre d'être lors de la fracture du dernier millimètre, c'est la technique de Seigneur, fracture du dernier millimètre, j'utilise ces membranes de collagène qui sont condensées, on le voit, et qui va permettre de la façon d'un coussin, si vous voulez, éviter une fracture qui soit trop agressive au niveau de la membrane. Et puis là, on utilise des expanseurs ici, vous voyez, donc mécaniques, hein, avec le contre-angle, puisque c'est ce qui m'avait été demandé de montrer. Pareil, donc là, on a fait l'expansion de l'os périimplantaire, en fait, au départ, en fait, c'est une vieille vidéo, hein, que vous pouvez retrouver sur Internet, mais au départ, je ne condensais pas assez les membranes de collagène. Il faut bien les condenser et qu'elles soient bien dures, bien résistantes entre vos doigts. Hein. Il s'agit de collagène simple, du collagène, ce qu'on appelle le collagène fongieux, qu'on utilise à peu près tous après une extension pour tomber la doigt. Vous voyez, je vais appliquer une torque là aussi très élevée, en proportionnalité de 100 newtons, avec évidemment le principe même, c'est d'utiliser des implants qui soient auto, évidemment, auto-contrôlés. Ici, on fait une simulation à l'aide du laser et la photo, la radio post-opératoire juste à la fin de l'intervention. Là, il s'agit en fait de la radio de contrôle, de la panoramique de contrôle à 5 mois, la photo clinique. Et cette fameuse patiente, c'est 8 mois après, si je me rappelle bien, nous contacte à nouveau, appelle la clinique et puis parle avec mon assistante et dit à l'assistante, oui, vous vous rendez compte, j'avais fait 2 implants au niveau en haut, à gauche, et puis là, depuis quelques jours, j'ai assez mal et j'ai une fistule, j'ai un abcès au niveau à l'extérieur. Donc elle vient sur la panoramique que vous voyez en haut, à gauche, en fait, j'ai à l'intérieur de la fistule, donc j'ai placé un cône de Guttapercha, et en fait, c'est absolument pas, mais on a beaucoup de patients comme ça, hein, on leur fait quelque chose et puis ils reviennent 6 mois après en se plaignant de l'autre côté. Et là, il ne s'agissait pas du tout d'un problème sur les implants au niveau molaire, mais elle avait en fait un kyste au niveau périapical, au niveau de la première prémolaire, hein, que j'ai individualisé en posant cette Guttapercha.
On fait l'extraction mini-invasive, c'est-à-dire sans lambeaux, on fait l'extraction, et puis évidemment, comme après toute extraction, ce qu'on a tous appris, c'est-à-dire on débride l'alvéole, c'est-à-dire on nettoie avec des curettes, et ici vous voyez, on a une curette de Lucas, et cette curette, évidemment, va sonder tous les murs osseux, et puis à l'apex, que vous voyez, là c'est le deuxième coude de la curette de Lucas et qui montre qu'on a une fenestration au niveau vestibulaire. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a la persistance en fait du mur cortical vestibulaire, mais on a cette fenestration. En fait, on décide donc de faire le débridement, la décontamination, ce qu'appellent les anglo-saxons decortication, ce que j'aime pas utiliser comme terme, car en fait, il n'y a pas de cortical dans l'alvéole, on a simplement ce qu'on appelle la lamina dura, mais on n'a pas de cortical. Donc, s'il n'y a pas de cortical, on ne peut pas décorticaliser. Mais ici, ce que j'utilise, c'est un laser erbium qui va me permettre de faire l'ablation superficielle de cette lamina dura. Et je vous rappelle que la lamina dura est censée retenir une partie des fibres de Charpey et des fibres de collagène qui vont maintenir la dent à l'alvéole, à l'os. Donc, en faisant cette ablation superficielle qui dure assez longtemps, personnellement, pour une alvéole de ce type-là, je mets une demi-heure, ce qui me permet d'avoir une alvéole qui est complètement dégranulée, évidemment, mais aussi débridée complètement, mais pas de façon, j'allais dire, erratique, de telle sorte qu'on le fait en général avec une cuvette, puisqu'on n'est pas assez précis. Alors vous voyez toujours qu'on a, par transparence, on voit très bien la fistule vestibulaire entre la canine et la première prémolaire, l'utilisation du laser, peu importe. Ici, on utilise un deuxième laser où on voit le faisceau en fait, à l'apex. En fait, c'est un laser diode qui va nous permettre d'avoir une décontamination en profondeur des tissus, car je vous rappelle qu'on avait quand même une infection assez importante. De la même façon, on fait une décontamination de tout le tract fistulaire, qui va donc de la fistule jusqu'à la lésion périapicale. Et à la fin de cette dégranulation, décontamination, désinfection alvéolaire, c'est ce qu'on obtient. On voit très bien en deuxième focus l'os alvéolaire et en premier plan les tissus mous qui là aussi ont subi une ablation, disons, superficielle à l'aide du laser pour une bonne raison, c'est qu'on sait très bien que les tissus mous kératinisés sur environ 2 mm risquent de permettre une invagination et un passage des cellules qui sont potentiellement ou infectées ou affectées et de se retrouver en compétition cellulaire avec la pose de l'implant en dose. On utilise ici des ostéotomes, ici un ostéotome mécanique qui va nous permettre donc l'expansion osseuse, aussi bien verticalement que de façon radiale. L'utilisation donc des ostéotomes, on peut utiliser très bien aussi les ostéotomes frappés, c'est-à-dire avec un maillet. Et la pose de l'implant. Donc on pose cet implant. Ici, pareil, vous voyez donc le premier plan où on voit les tissus mous, puis en deuxième plan, l'os alvéolaire. On a donc posé notre implant en sous-crestal, c'est-à-dire environ ici, dans ce cas-là, 1,5 mm en dessous de l'os alvéolaire. Et vous voyez qu'en vestibulaire, il va me rester un espace, un gap de 2,5 mm. Alors, en fait, c'est une chirurgie que j'ai faite il y a 5 ou 6 ans, et peut-être il y a 12 ans, même moins, j'aurais systématiquement fait une greffe particulière ou en utilisant une allogreffe, une autogreffe ou n'importe quel substitut osseux. Et en fait, dans ce cas-là, et ça a été le premier qui m'a amené à ne rien greffer du tout,
sauf dans certains cas où en fait on pose des membranes de collagène, du collagène, là encore, du collagène spongieux qui va être condensé et que l'on va poser ici. En fait, le grand principe, et si vous vous référez au principe de la régénération osseuse guidée, qui au tout départ n'utilisait aucun substitut osseux. On utilisait des membranes parce qu'on voulait en fait différencier les tissus et éviter en fait l'invagination donc de ces cellules de lignée épithéliale et être compétitif vis-à-vis des cellules de la lignée osseuse, ostéoblastes puis ostéocytes, pour éviter cette compétition, car on sait très bien que en fait les cellules de la lignée épithéliale se multiplient 3 fois plus vite que ceux de la lignée osseuse. Mais en fait, comment on va gérer ce problème? Eh bien, on va le gérer justement par la gestion de cette émergence implantaire. Émergence au niveau osseux, au niveau des tissus durs, mais aussi et surtout au niveau des tissus. Et voilà comment on le gère ici dans ce cas présent. Vous voyez qu'on a toujours notre fistule, qu'on est bien le jour de l'intervention, et en fait, on a géré ça avec la pose d'une prothèse provisoire immédiate. Et vous voyez que cette prothèse immédiate, qui est faite extemporanément au fauteuil, va permettre, alors c'est ce qu'on dit en anglais, mais sealing, c'est-à-dire un scellement des tissus mous vis-à-vis de la fermeture de cette émergence implantaire. Alors rien n'est hermétique dans la bouche à partir du moment où même si on fait une opération en chirurgie orale, même si on suture, on sait très bien que dans la bouche, c'est un peu comme une montre dans une piscine. Au bout d'un certain temps, il va y avoir en fait le passage de certaines bactéries. Mais cette barrière est largement suffisante pour ne pas avoir de compétition cellulaire. Alors voilà la panoramique de contrôle où vous voyez on a posé donc cet implant et puis on a géré avec la pose d'une prothèse provisoire immédiate et en mise en charge immédiate, à savoir que mise en charge immédiate, c'est plus mise en esthétique immédiate, car on sait très bien que, évidemment, on évitera tout contact au niveau de cette prothèse. Alors, avec la prothèse provisoire, au bout d'1 mois, où on a encore les tissus, les papilles qui sont un petit peu enflammées, et là, à 2 mois et demi, avec la prothèse d'usage, à savoir ici une céramo-céramique, c'est-à-dire une céramique pure, qui est posée sur un pilier implantaire définitif. Et ça, c'est à 2 semaines après avoir posé la prothèse définitive. On voit encore les tissus mous qui sont un petit peu enflammés. Et à 2 ans. À 2 ans, si vous regardez bien, avec notre prothèse définitive, on a une petite récession gingivale qui montre qu'on a en dessous une très légère récession osseuse. Ceci dit, si vous regardez la ligne des collets par rapport à ce qu'elle était au départ, on n'a pratiquement rien perdu. Voilà les différentes, jusqu'à une dernière qui a été faite le mois dernier. Or, cette patiente qui a subi déjà plusieurs implants vient régulièrement malheureusement au cabinet et à chaque fois on est obligé de reposer des implants de la même façon. C'est-à-dire extraction et pose d'un implant post-extractionnel immédiat et pose de la prothèse provisoire immédiate et mise en charge immédiate. Le troisième volet, c'est l'optimisation de ces volumes tissulaires. Et on va peut-être développer ça de façon un peu différente. Alors, ici, vous avez un cas d'un patient qui s'est présenté avec la 44 que vous voyez ici, avec des poches relativement profondes, puisqu'on avait 15 mm de poches pratiquement partout, tout autour de cette prémolaire, et avec des mouvements, voire même un mouvement de piston.
Donc, on a décidé de faire l'extraction, la décontamination et la pose de l'implant immédiat avec voilà, le défaut osseux que l'on a. Un cone beam a été fait en préopératoire et si vous regardez bien donc à gauche, hein, et c'est ce qui est important, c'est avant de faire peut-être la simulation implantaire et de faire le choix implantaire que l'on va faire, c'est de bien vérifier que, comme c'est le cas ici, on a toutes les corticales, à savoir linguales surtout et vestibulaires, et qu'on peut poser un implant en ayant toutes les chances de son côté. On pose donc cet implant, voilà la simulation implantaire, où on propose de poser cet implant. On sait très bien qu'on va être très très proche de l'émergence du nerf mandibulaire, et on pose l'implant. Voilà, l'implant est posé, donc en post-extractionnel immédiat, c'est-à-dire on fait l'extraction, décontamination, pose de l'implant, rappelez-vous, avec de l'expansion verticale et radiale, et puis la pose du pilier provisoire et de la couronne provisoire et mise en charge immédiate. Le contrôle à 2 mois. Le contrôle à 2 mois avec en haut à gauche la couronne provisoire qui a été faite au fauteuil, et puis la prothèse d'usage en bas à droite, à 2 mois. Il s'agit en fait d'une céramo-céramique qui maxe sur céramique, et la panoramique de contrôle à 3 mois. Et si vous regardez bien, on a en fait l'os alvéolaire qui s'est recréé au-dessus du plateau implantaire, c'est-à-dire au niveau de la connexion, ce qui est le plus difficile à avoir, c'est-à-dire au niveau de la connexion entre le pilier et l'implant. Alors, un autre cas sur une 15 avec mise en charge immédiate, donc extraction de l'implant, et ici, dans ce cas-là, on avait une communication avec une infection au niveau périapical et une communication avec le sinus. Donc, extraction, là aussi, on a un cone beam avant l'intervention, on fait l'extraction en mini-invasif, donc sans lambeau, on fait ici un sinus lift interne, un Summers, on gagne à peu près 2 mm au niveau sinusien, et toujours de la même façon, avec insertion et utilisation des ostéotomes avec membrane de PRF et membrane de collagène. Et puis, vous voyez ici, donc pendant le même temps chirurgical, la pose de la couronne provisoire. Ici, c'est juste à la fin janvier, donc avec la prothèse définitive. Ici, il s'agit d'une céramique sur zircone, c'est pour ça qu'on voit qu'elle est très opaque. Alors, ici, alors on a vu jusqu'à présent donc des cas de de chirurgie implantaire, pose d'implant en mini-invasif sur des éléments unitaires, en zone cicatrisée, mais aussi en post-extractionnel immédiat, donc juste en même temps que la pose et l'extraction de la dent. On peut aussi imaginer en mini-invasif de faire une extraction des dents restantes au niveau d'un maxillaire et sans lambeau toujours, après avoir décontaminé de façon assez poussée les alvéoles déshabités, de pouvoir poser les implants en mini-invasif. C'est ce qu'on a fait dans ce cas-là, pour un Holland 6 au niveau de l'arcade supérieure, où vous voyez, on a des dégâts parodontaux quand même assez importants. Donc, la dégranulation, le débridement
et la désinfection au niveau décontamination, au niveau alvéolaire sera très très importante et certainement décisive avant de poser les implants. Puis on pose nos implants. Ici, les deux derniers implants sont tiltés pour permettre une expansion de la prothèse au niveau du maxillaire. Puis vous avez ici l'utilisation d'un bridge provisoire immédiat. Voilà le cas, une fois que le bridge provisoire a été démonté, puis on fera une deuxième empreinte pour pouvoir mettre ici la prothèse supérieure définitive. Avec ici, alors la décision avait été d'utiliser une céramo-métal, une structure métallique, avec montage de céramique par-dessus, pour avoir une meilleure résistance et pas utiliser de zircone. Voilà les vues latérales du même cas, donc du Holon 6 avec mise en charge immédiate. Voilà. On peut imaginer exactement la même chose au niveau mandibulaire. C'est ce qui a été fait sur ce patient. On a fait l'extraction des 6 dents restantes au niveau mandibulaire. On a laissé dans ce cas-là les deux dernières molaires qui seront extraites dans un deuxième temps. Et on a posé en extemporané donc un bridge Holon 6 provisoire au niveau mandibulaire, ainsi que 2 implants avec sinus lift en haut en même temps. Alors, le gros intérêt de la mini-invasivité, surtout dans le plural, c'est que, en fait, si on n'a pas besoin de faire de lambeaux, déjà, on va minimiser, en fait, le post-opératoire. C'est-à-dire que de toute façon, et ça c'est mon observation depuis maintenant 15 à 20 ans, si moins vous coupez les tissus, et meilleure sera la réponse. Néanmoins, il faut, quand on pose un implant, il faut s'assurer qu'on ne laisse pas de tissu pathologique. Et ça, c'est ça qui est fondamental. Vous pouvez faire n'importe quel ROG, avec ou sans lambeaux d'ailleurs. À partir du moment où vous allez laisser des tissus infectés ou contaminés, de toute façon, vous n'aurez pas une bonne résolution de votre cas. Mais, à décontamination égale, si on fait un lambeau et pas de lambeau, de toute façon, on aura moins de pertes tissulaires dans le deuxième cas. Alors, en fait, il s'agit de pouvoir gérer cette fameuse régénération osseuse guidée. Alors, je vais vous montrer un cas. Ici, il s'agit d'une patiente qui avait une deuxième prémolaire fracturée, avec d'ailleurs 2 couronnes, 2 prothèses assez anciennes. On lui fait évidemment un devis, il y avait des soins à faire aussi, et on lui fait un devis, et elle accepte, puisqu'elle avait cette prémolaire qui est fracturée, donc je vais vous faire voir la radio, et elle accepte de faire donc l'implant et la couronne par-dessus. Mais elle a refusé de faire la molaire, donc qui est restée comme ça. Alors, vous avez sur la partie droite, où j'ai schématisé en fait le process de la pose de l'implant. Alors donc, on fait, et là vous voyez la radio où on a la fracture donc au niveau radiculaire de cette prémolaire. Donc on en fait l'extraction, on va faire le débridement de l'alvéole, toujours en flapless, on va en faire la décontamination, c'est ce que je vous expliqué tout à l'heure, on va en faire en fait l'ablation superficielle de cette fameuse lamina dura et évidemment des granulations, des tissus de granulation que l'on voit ici sur cette photo à gauche, si vous regardez bien, en fait au milieu de la gencive attachée, au niveau vestibulaire, on voit très bien du tissu de granulation qui est éjecté
de l'alvéole. Cette décontamination ici, dans le cas présent, est poussée en utilisant des diodes et en faisant une décontamination au niveau alvéolaire, au niveau dans les tissus profonds. Et on a fait pareil une ablation sélective superficielle de la gencive kératinisée au niveau entre 1 et 2 mm. La pose de l'implant, toujours en expansion. Ici, vous voyez, on a fait en même temps un sinus lift interne. Et là, on a la pose de la vis de cicatrisation. Voilà. C'est un peu ce qui a changé. Évidemment, on évolue et j'ai changé les protocoles. Et j'ai eu la chance, en travaillant avec différentes sociétés d'implants, de pouvoir obtenir des vis de cicatrisation d'un diamètre différent. Ici, vous voyez qu'on a donc on remplace. Et malheureusement, c'est ce qui se passe très souvent, on est limité dans le choix des vis de cicatrisation à un diamètre de 6 la plupart du temps. Or, on voit très bien ici qu'on aurait très bien pu utiliser un 7, voire peut-être même un 8 mm de diamètre. Or, en fait, il a fallu que je trouve le moyen pour pouvoir en fait gérer cette fermeture des tissus. Mais en fait, au tout départ, puisque c'est un cas assez ancien, je faisais, en passant avec ou des lames de bistouri, ce qu'on appelle les bistouris cuillères, ou un Orban, bistouri d'Orban, ou bien même une querette de Lucas qui est assez agressive, je faisais un lambeau, mais je faisais au départ un lambeau de pleine épaisseur. Et en fait, on se retrouvait un peu en porte-à-faux par rapport au concept, à savoir du périoste. Si je fais un lambeau de pleine épaisseur ici sur environ 2 mm au niveau des tissus mous, eh bien, je prends un risque quant au maintien de l'os alvéolaire. Rappelez-vous que votre os alvéolaire, il va être très très fin au fur et à mesure que vous allez au niveau coronal. Donc, si vous lui enlevez, si vous lui décollez, ce périoste, eh bien, vous allez priver votre os alvéolaire qui est très fin de 75% de la vascularisation. Donc, c'est peut-être une des raisons qui va vous amener à une résorption osseuse. Donc, alors malgré tout, je faisais donc ce lambeau et puis je rapprochais mes berges de tissu mou en faisant 2 points de suture tels que vous les voyez ici, alors donc point de suture en haut ou matelassier ou peu importe. Néanmoins, c'est à peu près le genre de situation que j'avais 2 à 3 mois. Au départ, c'était 3 mois, puis j'ai réduit de plus en plus. Et en fait, le principe, c'est à partir du moment où on arrive à gérer cette fermeture des tissus mous, eh bien, et là vous voyez différentes avec les radios de contrôle à 2 mois, 3 mois, ici avec la vis de cicatrisation, mais on va essayer de projeter notre cas implantaire dans ce qu'on appelle initialement le concept de régénération osseuse guidée. Rappelez-vous que tout départ de la régénération osseuse guidée, à l'époque où on utilisait les membranes Gore-Tex, qui n'étaient pas encore méchées, c'est-à-dire qui n'étaient pas renforcées avec du titane, mais en fait, on n'utilisait pas à l'époque de substitut osseux. C'est dans une deuxième utilisation de ces membranes qu'on a utilisé les substituts osseux justement pour maintenir ces. Mais en fait, le vrai principe de la régénération osseuse, c'est de pouvoir permettre une régénération donc osseuse en posant, et c'est là la grosse différence, pas une membrane, mais une barrière. Et là, il y a un problème de terminologie, c'est que initialement, on devait proposer de poser cette membrane, pardon, vous voyez, je fais l'erreur moi aussi, cette barrière pour empêcher cette contamination et donc cette compétition cellulaire. Mais après, on a transformé ça en membrane. Mais en fait, votre membrane va faire exactement le contraire de ce que vous voudrez. C'est-à-dire qu'elle va projeter le périoste à l'extérieur de cette membrane. Donc, elle va priver votre os alvéolaire, qui est très fin à cet endroit-là, de la vascularisation osseuse.
Si vous arrivez à gérer le fait de ce fameux collapse, de cette perte, disons, volumétrique de ce nouveau volume que vous voulez créer, si vous réussissez à gérer cela sans perte, disons, sans mouvement, à ce moment-là, vous allez recréer l'os. Et c'est ce qui se passe dans ce cas. Vous regardez, c'est qu'au niveau du plateau implantaire, au niveau de la connexion prothèse-implant, on a recréé de l'os sans avoir greffé, absolument. Voilà la photo clinique avec la prothèse définitive. Vous voyez qu'on a une perte au niveau des papilles qui est tout à fait acceptable. On a au niveau vestibulaire, au niveau de la gencive attachée, la gencive kératinisée, vous voyez ce bombé qui montre qu'on a bien toute notre corticale en arrière, et tout ça sans avoir greffé. Alors évidemment, c'est ce que je vous disais, le patient évidemment n'avait pas voulu, pour des raisons très certainement économiques, ne pas changer la prothèse qui est sur la molaire, qui certainement nous fait un peu de rétention de plaque. En fait, dans ce concept de régénération osseuse guidée ou régénération tissulaire guidée, ce qui est important, c'est d'avoir une dégranulation. Ça, c'est très important. Enlever tout le tissu de granulation. Faire donc cette fameuse décortication, dont je n'aime pas le terme parce qu'il n'est pas approprié, il n'y a pas de cortical dans une alvéole. Donc, on va essayer d'avoir une ablation superficielle de la lamina dura ou du bundle bone, si vous voulez en anglais, et une décontamination. Cette décontamination, à partir du moment où vous faites une ablation superficielle de votre lamina dura, elle va être au niveau du tissu dur superficiel, et il va falloir pousser la décontamination, surtout dans des cas infectieux et aussi surtout dans des cas de pathologie parodontale, de parodontose. Il va falloir pouvoir décontaminer vos tissus en profondeur. Donc ça, c'est important. On va, dans un troisième temps, donc, pouvoir placer un implant en ayant une stabilité primaire importante, ici en utilisant la condensation ou l'expansion, c'est la même chose. Donc, placement avec une expansion osseuse. Et ce qui est peut-être le plus important, c'est de pouvoir gérer ce qu'on appelle ce fameux tiers coronaire. Si vous faites un implant, une pose extractionnelle immédiate après extraction, fresh socket implantation. Le problème, ce n'est pas le problème des 2 tiers implantaires, des 2 tiers apicaux, parce qu'en général, quelle que soit la technique que vous allez utiliser, de toute façon, vous allez obtenir une ostéotomie de ces 2 tiers. Donc, en général, vous allez enlever, lors de l'ostéotomie, vos tissus osseux qui sont potentiellement, sinon infectés, affectés. Le problème, il va se situer au niveau du tiers coronaire. Et c'est pour ça que dans beaucoup de cas, et notamment dans les cas post-extractionnels immédiats, peuvent aboutir à des périimplantites. Pourquoi votre périimplantite? Eh bien, parce que vous n'aurez pas obtenu une décontamination, une désinfection du niveau de ce tiers coronaire. Et ce tiers coronaire, et ce qui est fondamental, il faut, quelle que soit la technique que l'on va utiliser, c'est obtenir une décontamination de ce tiers coronaire. Mais ensuite, il va falloir, excusez-moi, gérer en fait cette émergence implantaire. L'émergence implantaire, elle va se situer, comme vous le voyez sur ce petit schéma que j'ai fait, elle va se situer non seulement au niveau des tissus durs, mais aussi au niveau des tissus mous. Et donc, en gérant ces tissus, on va pouvoir obtenir une fermeture des tissus autour ou, dans ce cas, d'une vis de cicatrisation, ou bien, si on a un secteur esthétique, d'une couronne provisoire. Donc, il va falloir gérer en fait cet espace périimplantaire de ce tiers coronaire. Donc, Lambeau, rappelez-vous, si vous
vous avez fait votre extraction, vous êtes en mini-invasif, sans lambeaux. Néanmoins, vous avez un gap, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à refermer vos tissus une fois que vous avez posé votre implant et votre vis de cicatrisation ou votre prothèse provisoire. Il va falloir gérer un lambeau d'épaisseur partielle, donc en laissant bien le périoste sur notre os alvéolaire ou crestal. Et si vraiment, et c'est comme ça que j'ai aussi modifié la technique, à savoir que notamment au niveau d'une molaire supérieure, surtout une 6 hein, ou inférieure, où en fait on aura difficilement une fermeture. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est une fracture alvéolaire. Alors, en fait, ce n'est pas vraiment le thème de cette discussion de ce soir, mais en fait, j'ai une fracture avec des ostéotomes frappés, toujours en lambeaux d'épaisseur partielle. Vous ne faites pas d'incision ou de lambeaux d'épaisseur totale. Et en fait, on fait 3 fractures hein, au niveau vestibulaire et au niveau ou palatin ou lingual. Et ce qui va nous permettre de rapprocher nos berges. Évidemment, en faisant vous avez votre alvéole qui est schématiquement comme ça, et en faisant ce que moi j'appelle une fracture en toit, hein, disons d'environ 1 à 2 mm, en faisant ça, sur le toit, vous allez perdre un peu en hauteur. C'est tout à fait négligeable par rapport aux bénéfices que vous allez obtenir en ayant une fermeture de vos tissus mous et durs au niveau sous-jacent. Alors, je voulais vous montrer, j'ai quelques cas pour finir, parce que je crois qu'on est un peu en retard, mais on m'a laissé carton libre hein, pour ce soir, donc si vous avez le temps. Alors, je vous montre un cas hein, qui a été fait 2015, voilà. C'était en octobre 2015. En fait, c'est un patient, pareil, qui avait une mobilité piston aussi de cette 45. On pose l'implant. On savait là aussi, je ne vous montre pas, mais on a l'étude préimplantaire. On savait qu'on était très proche. Ceci dit, même si vous voyez la crosse en fait de votre nerf mandibulaire, rappelez-vous que le nerf mandibulaire à cet endroit-là est très vestibulaire pour ressortir. Donc, en fait, puisque là on est en 2D, on situe notre apex implantaire un peu plus en lingual. Et la chose qui est assez intéressante là-dessus, donc même technique, extraction, décontamination, pose de l'implant, et vous voyez qu'on a la radio de contrôle à 6 mois, 6 mois avec la prothèse définitive. Ici, on est à 1 an. Et vous voyez que petit à petit, on a une densification de toute cet os qui était contaminé complètement. Et je vais vous faire voir les photos cliniques. Et vous voyez que on arrive à recréer notre os alvéolaire, qui est l'os le plus difficile à obtenir. Et vous voyez, on est à 4 ans. Il y a 4 ans, en fait, on a complètement densifié notre os alvéolaire et on a notre stabilité à 5 ans. Alors voilà le jour, le même patient, le jour où on l'a opéré. Hein, on lui fait un sondage, on a 15 mm de poche, hein, partout, vestibulaire, mésial, distal et lingual. On pose donc cet implant, vous voyez la photo en bas à gauche. Donc on va poser notre implant sans lambeau, il va falloir à chaque fois utiliser évidemment la sonde paro pour pouvoir avoir ou visualiser l'enfoncement et le positionnement et l'axe de notre implant. Et là, de la même façon, nous n'avons pas greffé. Vous voyez la prémolaire qui a été extraite, avec évidemment du tartre tout autour de la dent. La dent n'était tenue que simplement sur 1,5 mm. Et ce que vous voyez à côté, c'est les tissus de granulation, assez important. Alors dans ce cas-là, là non plus, puisque c'est un cas qui est un peu plus, qui est ancien aussi, hein, 2015, je n'avais pas de diamètre plus large, donc c'est du 6 mm. En effet, là, on pourrait imaginer utiliser, si ce n'est un 7, mais si ce n'est un 8, pardon, mais au moins un 7.
7 ou 8 mm de diamètre, pour pouvoir avoir une meilleure fermeture de nos tissus mous. Et là, évidemment, j'ai fait 2 points de suture pour pouvoir avoir une fermeture des tissus. Au niveau post-opératoire. Alors, en général, dans pratiquement tous les cas de post-extractionnel immédiat, et pour éviter dans les premières heures une possibilité de contamination croisée, j'utilise toujours un packing. Ici, c'est des packings de chez Verker qui sont très intéressants parce qu'ils collent au tissu mou et permettent pendant, en général, une demi-journée, une journée, d'être stable et éviter qu'on ait de la salive et des liquides contaminés qui viennent contaminer à nouveau notre alvéole périimplantaire. Et voilà, à 6 mois, à 6 mois, donc après la pose de la couronne définitive, il y a à peu près ce que l'on a systématiquement. Un cas qui est assez intéressant, qui est de 2010, vous voyez, qui n'est pas tout neuf quand même, il y a une dizaine d'années, donc 11 ans. Et en fait, ce patient qui était dans une situation relativement précaire, vous voyez, entre le maxillaire, les infections diverses, et puis surtout le bas, où il est venu consulter au cabinet, et où ce patient jouait avec son bridge qui est en bas, et qui tenait simplement par 3 racines du côté droit, et où le bridge rentrait et sortait de la bouche. Et le patient jouait avec. Alors, financièrement, le patient était limité. On lui a trouvé une solution plus ou moins acceptable en haut. Et en bas, il a voulu rester comme ça le temps que le bridge tombe. Et puis, finalement, on lui a proposé, puisqu'il ne pouvait pas faire un choix de Holland 6 ou même Holland 4, Holland 4, en fixe, et on lui a proposé de poser 2 implants avec 2 locators, et donc avoir qui lui permettent une stabilisation de sa prothèse mobile. Et voilà, le jour de la pose de ces implants, on pose les implants, et le jour où je lui ai extrait en fait ce bridge. Donc j'extrais ce bridge avec ces 3 racines, et comme vous le voyez sur le côté, donc sur le côté gauche de la photo, mais à droite au niveau du patient, donc on a trouvé une solution en haut plus ou moins acceptable au niveau de prothétique fixe, et puis en bas donc on a extrait alors pratiquement à la main, avec les 3 racines qui sont venues en même temps, et poser ces implants. Or, on a tous appris qu'on pose un implant, enfin c'est ce que j'ai appris moi il y a environ 37 ans, c'est qu'on pose un implant, et quand on pose un implant dans l'os, il doit être recouvert complètement d'os. Et en fait, durant la pose de cet implant, j'ai repensé à l'époque à ces premiers cours que j'avais eus sur la régénération osseuse guidée, et j'ai changé mon fusil d'épaule. En fait, j'ai fait l'extraction, j'ai posé l'implant, et puis je pensais au départ poser l'implant un peu plus profondément, et c'est pour ça que vous voyez une tache un peu plus sombre qui démontre que j'ai fait mon ostéotomie, mon forage osseux, disons, un peu plus profond. Et puis, lors de la pose de l'implant, je me suis dit que j'allais essayer de poser mon implant, pas complètement au fond, mais j'allais le laisser comme ça. Je n'avais pas fait de lambeaux, j'avais donc fait un débridement donc de ce défaut osseux, des granulations, etc., avec le laser notamment. Et puis, j'ai décidé de poser la vis de fermeture, et c'est peut-être là où j'ai fait une erreur, parce que si je faisais ce cas au jour d'aujourd'hui, je mettrais une vis de cicatrisation. J'ai posé mes membranes de PRF tout autour de ce défaut osseux et des membranes de collagène. Et j'ai resuturé par-dessus, sur les 2 côtés. Et vous voyez que sur le côté, alors droit sur la photo, mais c'est la gauche du patient, là aussi, on a un petit défaut osseux d'environ 1,5 mm. Voilà ce qu'on obtient à 7 mois, avec les 2 locateurs en place. Et vous voyez qu'on a réussi à recréer complètement l'os, alors qu'on n'a pas du tout utilisé de biomatériaux, enfin, à savoir de substituts osseux. Voilà, à 4 ans, avec des conditions stables, complètes,
et un agrandissement. Alors, ça, c'est donc en préopératoire, hein, où on voit le défaut osseux. Quand vous avez un résultat radiographique comme cela, on sait très bien que ça va s'enlever à la main et que vous allez avoir en dessous, au niveau de l'os spongieux, au niveau de l'os trabéculaire, cette espèce de sensation de sucre mouillé, hein, sucre en pierre qui est mouillé. C'est-à-dire que si vous prenez une curette, style curette de Lucas, un peu plus agressive, vous allez pouvoir enlever pratiquement 1 centimètre. Alors, on enlève et on décontamine tout, on n'enlève pas tout, hein, mais on pose, donc j'ai posé l'implant et vous voyez qu'on a ce défaut osseux. Alors là, j'ai donc posé, vous voyez, la vis de fermeture, et donc j'ai comblé mon défaut osseux avec membrane de PRF, collagène et suture au-dessus de l'implant. Et en fait, les membranes de collagène et PRF faisaient un peu le toit de tente. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, pour une meilleure tenue, j'utiliserai une vis de cicatrisation large, puisque justement, je dois soutenir des tissus mous qui peuvent collapser déjà. Et regardez, c'est qu'à 7 mois, on a recréé l'os alvéolaire complètement, et ce, au-dessus du plateau implantaire, puisqu'on voit, ici, on a posé un locator, et on voit que, en fait, on a régénéré de l'os alvéolaire au-dessus du plateau implantaire. Un dernier cas où on voit, et là c'est pareil, vous allez voir une régénération osseuse ad integrum, hein, alvéolaire. Ici, on a une molaire, une première molaire, une 36 qui va être extraite. On a en fait 2 kystes périapicaux sur la distale et sur les mésiales. C'est l'étude implantaire. On a fait l'extraction, on pose l'implant, et vous voyez que l'implant est posé ici, dans ce cas-là, environ 2 mm d'un côté, mais 2 mm et demi de l'autre, sous crestal. Là aussi, c'est un cas qui est de 2013, il n'y avait pas encore les vis de cicatrisation plus larges, mais là, évidemment, on doit mettre une vis de cicatrisation, puisqu'on ne va pas faire de mise en charge immédiate, puisqu'au niveau molaire et en individuel, mais on doit mettre une vis de cicatrisation ou une vis de cicatrisation customisée, mais qui est beaucoup plus large ici. Il faudrait mettre du 9 avec une hauteur gingivale sans doute de 3. Mais néanmoins, vous allez voir qu'on va recréer cet os sans avoir greffé du tout. Voilà les différentes radios, après avec la prothèse d'usage, donc la prothèse qui est placée. Et ici, je vous ai résumé le cas en préopératoire, le jour de la chirurgie, le jour de la pose de l'implant, où on voit très bien l'alvéole distale, avec l'ombre donc de cette alvéole qui est vide, qui va simplement être remplie de membranes de PRF et de membranes de collagène. Et vous voyez que si on passe au 6 février 2014, en fait, on a cette alvéole distale qui va se combler complètement. Et puis, au niveau mésial, vous voyez qu'on arrive à recréer cet os qui manque, et cet os alvéolaire, qui va se recréer petit à petit jusqu'en 2015, où vous voyez, on a à nouveau retrouvé complètement au niveau du pilier implantaire. Hein, à savoir que ce pilier implantaire est donc inséré au niveau du col implantaire lui-même, et c'est l'endroit le plus difficile à obtenir de l'os. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir, et c'est ce qui se passe très fréquemment, avoir des micro-mouvements et donc avoir un leakage, une fuite, hein, au niveau du flux implantaire. Ça, c'était la pose clinique. Le dernier cas, qui est peut-être, c'est pareil, un cas pas récent, où on a, en zone cicatrisée cette fois-ci, on a 2 défauts. On a un défaut horizontal au niveau de la première prémolaire, hein, où il y a eu une extraction qui a été faite, mais on a enlevé une partie de la corticale vestibulaire. Et puis, quand on regarde la panoramique, bah, on a toujours donc cette perte, cette résorption horizontale, mais on a une résorption verticale au niveau molaire avec un sinus maxillaire procédant, donc, et on a 2,5 mm là aussi, 2,5 mm au plus bas du fond du sinus maxillaire. Pose des implants avec les
les piliers parallélisateurs, sans lambeaux, là encore, et vous voyez donc la pose des implants en bas en 6, et puis en 7, avec la pose des vis de cicatrisation. Là, c'est une erreur de ma part. J'aurais dû, au niveau de la première prémolaire, avoir un choix d'un diamètre un peu plus important. On reprend donc au niveau du 8, en péropératoire, puisqu'on voit les pointes d'anesthésie, pardon. Et en post-opératoire, à 2 mois, si vous regardez bien au niveau de la gencive attachée, au niveau de la gencive kératinisée, on a cet effet un peu plus bombé. On a gagné légèrement par rapport, si vous regardez, aux vis de cicatrisation en hauteur. Donc, et si vous regardez la photo de 10, une fois que ces vis de cicatrisation sont enlevées, on a des tissus mous qui sont sains et qui permettent d'avoir une protection de nos implants sous-jacents qui sont posés là aussi en sous-cristal. Après, les photos du bas, c'est lors de l'empreinte, prise d'empreinte et prise et pose du bridge définitif. Ce qui est important de voir, c'est cette photo qui montre que vous avez tous bombé au niveau vestibulaire, qui permet de voir qu'on a bien tout notre os de soutien, c'est-à-dire la corticale vestibulaire, et qu'on a un tissu mou kératinisé qui est en très bonne santé. Au niveau radiologique de ce cas, donc en préopératoire, le post-op à 3 mois et un post-op à 5 mois. Alors, et vous allez voir dans les radios suivantes, en fait, et ce qu'on voit déjà dans la numéro 15 et la numéro 16, c'est en fait la modification sans utilisation, là aussi, de substituts osseux et la modification du fond du sinus. Et simplement avec un sinus lift interne avec cette technique, c'est-à-dire sans utilisation de biomatériaux, de substituts osseux, mais simplement en faisant l'ostéotomie interne et la projection donc de ces membranes de collagène et de PRF, et on pourra obtenir donc une régénération de cet os. Alors voilà le résultat à 3 mois et à 5 mois. Et vous voyez que petit à petit, on a cet effet. Ce qui est intéressant, c'est qu'à 5 mois, j'ai fait un cone beam, un CBCT, et voilà le résultat du cone beam à 5 mois. Je vais essayer de... oui, voilà. J'ai une vidéo un peu plus précise. Alors, vous voyez qu'on a notre corticale vestibulaire, donc sur la droite de l'écran, notre corticale au niveau palatien sur les 3 implants. Et ce qui est intéressant, c'est que au niveau, vous voyez que même au niveau de celui-ci, vous avez la partie au niveau apical qui est un peu plus claire. Ça, c'est la partie d'os régénéré qu'on a obtenu, ce que j'ai appelé le NBF, le New Bone Formation. Et là, vous voyez sur le dernier implant, on voit même un petit bout de cortical au niveau de l'apex, en haut à droite de l'apex de l'implant, lors de la fracture du Summers. Donc, et vous voyez qu'on a à nouveau cet effet un peu. L'os, on est à 5 mois, donc il n'est pas complètement, calcifié. Alors, d'autres cas, ce cas aussi est intéressant, des cas que j'ai fait en 2010, et où vous voyez, pareil, un patient en haut à droite avec un bridge qui était mobile, avec des fractures des deux dents, à savoir la première prémolaire qui est la 24, pardon, et la 27. Et pareil, une mobilité du bridge. Le patient a un peu attendu
Et ce que vous voyez en bas, ça, au 3 2011, c'est le jour de l'intervention, le jour où on a extrait donc ces deux dents et ce bridge. On ne pouvait plus récupérer au niveau de la prémolaire. Donc, on a juste mis une préservation. C'est plus tellement une alvéole, hein, parce qu'on avait une perte complète des corticales et à la fois vestibulaire et palatine. On pose 3 implants en sinus lift interne, comme vous le voyez, sans utilisation de biomatériaux. Et ce qui est intéressant, vous allez voir au décours des différents contrôles radiographiques, vous allez voir une évolution à l'intérieur du sinus. Vous allez voir, on a cet effet typique en piquet de tente, hein, où en fait on va recréer tout cet os, mais c'est largement suffisant. On n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'une montagne blanche. Hein, ce qu'on obtient au niveau visuel quand on fait, sur la plupart des cas qui sont traités avec des substituts osseux halogéniques, hein, du style BIOS, pour n'en citer qu'un. Et en fait, comme ces substituts osseux halogéniques sont très riches en hydroxyapatite, en fait, ils deviennent très blancs sur la radio. Et en fait, on voit cette espèce de montagne blanche, hein, mais qui sert à rien du tout. En fait, si vous faites la comparaison entre une greffe que vous allez, en utilisant une greffe halogénique, en utilisant un substitut osseux, la plupart du temps d'origine bovine, mais ça peut être porcin, ça peut être équin, etc. En fait, vous n'aurez pas, contrairement à ce qu'on voit dans de nombreuses publications à dessin, vous n'aurez pas une réossification complète, même si on vous montre des photos sous microscope électronique avec de fameux os vital bone, hein, de l'os vital, entre quelques granules. Et si vous, quand bien même vous deviez comparer la qualité de cet os que vous avez greffé halogénique à la qualité d'un os régénéré du patient lui-même, à savoir comme en juin 2015, ça, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Alors, certes, vous en avez moins dans le cas de 2015, dans cette radio de contrôle du bas. Il y en a moins, mais il est de qualité. Voilà. Alors, je terminais juste sur cette photo. Et en fait, pourquoi? Parce que je pense ce qui est intéressant au décours de ces quelques cas, hein, mais il y a plein de cas qui sont intéressants. Je vous invite, et vous êtes invité, vous avez les adresses où vous pouvez me trouver. Et je vous invite à venir voir de la chirurgie en direct et voir l'utilisation de ce que l'on peut faire en utilisant un petit peu moins de biomatériaux, en ayant recours à des techniques chirurgicales plus simples, mais qui sont basées en fait sur la biologie, sur des choses qui existent réellement. A-t-on besoin systématiquement de faire des greffes? La question reste ouverte. Voilà. Alors, je termine cette présentation en vous proposant de me rejoindre parce que je sais que les gens ont disparu, mais il y a peut-être quelques questions. Et je suis à votre écoute pour les questions. Alors, les questions. Docteur Mounir, pouvez-vous revenir sur les 3 fractures en toit? Ah oui. Autour de la vis de cicatrisation pour coaptation, principe. Merci. Alors, monsieur Mounir, en effet, la technique, c'est en général une technique qu'on va utiliser au niveau prémolaire, très fréquemment d'ailleurs plus supérieur qu'au niveau de la mandibule, où on va se retrouver donc à mettre dans une alvéole, on prend le cas d'une molaire. Vous en avez fait l'extraction, à minima, hein, rappelez-vous, au cas, si vraiment il y a un problème, il va falloir faire une séparation radiculaire, enlever racine par racine, et maintenir tous vos volumes osseux. Une fois que ça c'est fait, que votre décontamination est bien poussée, et que vous avez placé votre implant, et votre implant,
ce qui est fondamental, pensez-y, et c'est pour ça que c'est un peu ce que je disais, mais c'est ce que tout le monde dit maintenant, à savoir que c'est la prothèse qui va diriger votre acte implantologique. À savoir, quand vous posez votre implant, il faudra toujours faire attention à l'émergence implantaire, parce que c'est cette émergence qui va vous permettre, dans le meilleur des cas, et c'est ce que je pense moi, on pourra en discuter si vous voulez, mais pouvoir utiliser une prothèse qui est transvissée plutôt qu'une prothèse scellée. Mais au-delà de ça, vous avez donc votre implant qui va sortir en général en essayant d'être au milieu, et donc vous risquez d'avoir un gap tout autour. Alors, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est ce que je vous ai démontré, c'est j'ai utilisé et j'ai eu la chance d'avoir de différents systèmes implantaires, des prototypes, c'est malheureusement encore des prototypes, même si vous pourrez m'envoyer un email et me demander, mais il y a aussi disons, un sous-traitant qui fait aussi et qui vend sur le marché puisque c'est moi qui lui avais conseillé, qui en fait un low cost, si vous voulez, qui utilise des copies d'implants, hein, qui fabrique des copies d'implants et qui lui aussi commercialise des vis de cicatrisation 7, 8 et 9. Alors, vous avez mis votre vis de cicatrisation, mais malgré tout, vous avez ce gap. Ce gap, il va falloir gérer en fait la fermeture de ce gap. Et on va surtout pouvoir la gérer avec les tissus mous. Ceci dit, quand vous avez fait votre extraction, si vous n'avez pas fait de lambeaux, vous aurez quoi? Vous aurez, alors ça dépend de la pathologie, si c'est un patient qui avait un problème parodontal, on aura peut-être un peu plus de hauteur de tissu mou. Mais en général, vous avez quoi? Vous avez 1 mm 5, 2 mm, pas beaucoup plus, par rapport à votre os alvéolaire, l'os crestal. Or, ces millimètre 5, 2 mm ne vous permettront pas de fermer. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un lambeau d'épaisseur partielle. Et pour ce faire, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ou des bistouris, ce qu'on appelle les bistouris cuillères, hein, qui sont comme une cuillère, mais qui sont en fait des micro-bistouris, et qui va vous permettre, en plongeant votre bistouri entre l'os alvéolaire, mais attention, sans décoller le périoste, et votre tissu kératinisé, en général, il ne faudra pas aller outre ce tissu kératinisé parce que vous n'aurez pas assez de tenue de vos tissus. Et là, vous allez gagner en général, ce qu'il va falloir faire, et si vos tissus le permettent, c'est en général gagner 3-4 mm. Et permettre une laxité de ces tissus mous qui vont vous permettre, en les tirant et avec une suture appropriée, alors vous pouvez faire une suture un point matelassier. En général, j'en fais 2 ou 4. Un point matelassier, donc en proximal, c'est-à-dire en mésial puis en distal. Autrement, si les conditions sont assez bonnes, simplement un point en haut, voire en 8. Si les conditions sont un peu plus difficiles, vous allez faire un point en rosette. Hein, c'est-à-dire que vous allez faire une suture continue en rosette, hein, c'est-à-dire en passant en diamètre à chaque fois. Et là, vous allez resserrer. En fait, le point en rosette, ça vient pratiquement du saucisson. Hein, c'est-à-dire qu'on resserre, on arrive à resserrer autour de la vis de cicatrisation. Mais si vous n'arrivez pas à faire ça, vous allez être obligé de faire une fracture de votre os alvéolaire. En fait, vous avez votre alvéole qui est schématiquement comme ça, mais en général, si vous n'arrivez pas à fermer, vous allez avoir donc 1 mm, 1 mm 5 de tissu mou, et en dessous, vous avez votre os alvéolaire. Votre os alvéolaire, il est pyramidal, j'allais dire, hein, parce qu'il est très fin. Et là, il va falloir faire votre lambeau d'épaisseur partielle, pouvoir y glisser vos ostéotomes. Et là, le mieux, enfin pour moi, ce que j'ai trouvé, le mieux, c'est d'utiliser un ostéotome de diamètre moyen, mais concave. Concave parce que vous allez le frapper et là, vous allez essayer d'obtenir 3 fractures, donc vestibulaires, et 2 ou 3
palatin, c'est beaucoup plus dur parce que votre os alvéolaire est beaucoup plus épais. Et en fait, le principe, ça va être de fermer en toit. Vous allez donc faire cette fracture. Une fois que vous aurez cette fracture en bois vert, hein, donc en laissant le périos, vous avez cette fracture et tant que vous allez pouvoir refermer. Voilà. Alors j'espère que j'ai répondu à votre question. Deuxième question. Mouna, pourriez-vous nous décrire le protocole de décontamination au laserdium? Alors, ça, je pense que c'est pas franchement le thème de la session de ce soir, puisque en fait, on m'a proposé hein, à travers donc Novodent de parler d'implantologie. Alors, mais je vais quand même rapidement et de façon sommaire vous expliquer. En fait, vous allez utiliser un diode et je pense que, mais pas simplement, hein, moi, si vous voulez, on pourra en parler, mais dans d'autres présentations peut-être, hein, et lors de d'autres réunions, mais plus précisément. Mais en fait, votre décontamination, elle va d'abord être avec un laser erbium, hein, ce qui va vous permettre d'avoir une ablation. Hein, vous avez une ablation sélective mais qui reste superficielle sur environ quelques microns. Il faut tabler à peu près sur entre 3 et 5 microns, mais c'est suffisant. Rappelez-vous, hein, ce qu'on veut, c'est obtenir une ablation superficielle de notre laminate durable, du bundle bone. Ensuite, vous allez utiliser le diode, et c'est pour ça que je ne vais pas vous donner, être très précis, mais je vais vous parler de façon générique hein, de ce que l'on fait. On utilise le laser diode, et ce laser diode, en fait, vous allez essayer de balayer le plus de surface possible de votre alvéole. Et c'est ce qui va permettre, avec des paramètres bien précis, alors si vous voulez mes paramètres, je peux vous le dire rapidement, mais il faudra en parler de façon un peu plus précise, hein, c'est toujours en balayant, pas trop vite, mais surtout ne pas s'arrêter, sinon vous avez une augmentation de chaleur et un risque de nécrose dans un deuxième temps. Mais ce qu'il va falloir, c'est balayer le plus de surface, environ 1 watt 5 à 1 watt 7, légèrement défocalisé, mais si vous touchez et que vous bougez, ça ne risque rien. On peut prendre un laser diode à 5 watts et l'utiliser en touchant et sans se couper la main. Et on continue. Et en fait, ce laser diode va vous permettre une décontamination en profondeur de vos tissus. Rappelez-vous que, et c'est la raison pour laquelle trauma, je vous rappelle, problème, pathologie parodontale ou pathologie endodontique, c'est en général les 3 raisons pour lesquelles vous allez extraire cette dent et poser un implant. Donc, si vous avez une de ces 3 raisons, vous avez évidemment, si ce n'est pas une infection, au minimum une contamination. Donc, il va falloir décontaminer. Or, si vous utilisez des instruments rotatifs ou du piezo, ou voire même des curettes, c'est-à-dire au niveau manuel, vous serez ou pas assez effectif ou trop. C'est-à-dire, je vous rappelle, au niveau prémolaire, c'est ce qui se passe, où on a une corticale qui est très très fine au niveau de la première ou deuxième prémolaire, que ce soit un système rotatif, piezo ou manuel, au niveau vestibulaire, si vous forcez un petit peu trop, paf, votre table externe, elle va partir. Or, c'est vrai que, ayant utilisé tous ces systèmes-là auparavant, c'est vrai que le laser erbium va vous permettre donc d'avoir, parce qu'on est sans contact avec le laser erbium, va vous permettre d'avoir cette ablation relativement sélective et surtout superficielle, mais largement suffisante. Maintenant, rappelez-vous, ce qui est fondamental, c'est d'avoir une dégranulation complète. Vous avez en fait du tissu de granulation à l'intérieur qui est infecté, donc il va falloir en faire l'ablation. Et en effet, même si vous pensez avoir, rappelez-vous, on travaille pratiquement à l'aveugle, hein, puisqu'on n'a pas fait de beau, donc même si vous pensez avoir tout enlevé, il est probable que vous laissiez un peu de tissu infecté. Or, l'erbium, grâce à son effet photoacoustique, hein, ce fameux tac-tac-tac, il va vous permettre justement de retirer tous ces tissus de granulation. Mais en même temps, rappelez-vous, hein, cette ablation superficielle. Par contre,
c'est sur quelques microns, je vous rappelle. Donc, ce n'est pas suffisant. Parce que si vous avez eu donc ce trauma, cette pathologie infectieuse endodontique ou parodontale, vos tissus seront infectés en profondeur. Donc, on ne va pas polémiquer sur l'utilisation d'eau oxygénée qui est faite par certains de mes confrères, où je pense que utiliser l'eau oxygénée, vous le savez tous comme moi, dans une alvéole, alors qu'on va poser un implant, c'est peut-être pas une des meilleures solutions. Pourquoi? Parce que on peut toujours avoir des risques dus à l'utilisation de ces produits, et en même temps, quand bien même on utilise un produit désinfectant, ce produit ne rentre pas à l'intérieur des tissus. Par contre, la lumière y rentre. Et c'est tout l'intérêt du laser diode, c'est que le laser diode va pouvoir décontaminer en profondeur, mais sans qu'on ait, on a juste le faisceau qui va passer, c'est tout. J'espère là aussi que j'ai répondu à votre question. Docteur Bournine, que je connais bien. Alors, pour le GAP, je crois, on peut toujours le gérer avec, attendez, avec notre laser. Alors, attendez, peut-être je ne lis pas bien. Avec notre laser, tout en obtenant du sang et le coaguler. Un gros bonjour. Alors, c'est vrai, oui, j'ai compris la question du docteur Bournine. En effet, je vais résumer un peu sa question. Il me dit que même si on place un implant et qu'on se retrouve avec ce fameux gap, on peut gérer ce gap en fait en faisant ce qu'on appelle une technique. Alors c'est ce qu'on utilise dans la préservation alvéolaire après extraction, post-extractionnelle. Si vous ne posez pas d'implant, vous avez fait l'extraction, vous avez fait votre dégranulation, décontamination, etc. Et en fait, beaucoup mettent ces fameuses éponges, ou mettent des membranes de PRF, ou même utilisent des comblements osseux, et puis en général, suture. Là, dans ce cas-là, de la même façon, vous pouvez utiliser cette préservation alvéolaire. À savoir, là, vous avez fait votre extraction, et au lieu d'utiliser des substituts osseux ou des biomatériaux du style membrane collagène, vous pouvez très bien faire une coagulation, ce qu'on appelle en sandwich. À savoir, en fait, très fréquemment, vous avez fait votre extraction et juste après l'extraction et après la dégranulation, en fait, le débridement, votre alvéole va saigner, au mieux. Si elle ne saigne pas, il va falloir la faire saigner si on veut placer un implant. Et en fait, votre alvéole va se remplir de sang en nappe, en remontant. Et tout l'intérêt, c'est qu'il faut, donc, avec votre assistante qui va faire la suction, l'aspiration, et dès que le sang va remplir l'alvéole, tout de suite, il va falloir le coaguler. Donc, alors, personnellement, moi, je peux vous donner mes paramètres, mais j'utilise une puissance assez élevée, puisque j'utilise 2 à 2,5 watts, parce que en fait, on va coaguler le sang. Au départ, vous pouvez plonger votre diode dedans, et puis petit à petit, au fur et à mesure que vous montez, vous allez en fait coaguler ces différentes couches de sang. Vous allez obtenir en fait une fermeture avec un coagulum, et c'est ce coagulum qui va se transformer et qui va en fait avoir toutes les chances de pouvoir permettre une régénération osseuse. Alors, si vous posez un implant, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il faudra faire très attention à utiliser le laser et qu'il ne soit pas trop dirigé vers l'implant. Et ce n'est pas toujours très facile. Donc, c'est pour ça que, personnellement, je préfère utiliser des membranes de collagène et j'utiliserai, dans ce cas-là, de la pose de l'implant, j'utiliserai, si j'ai des gaps, après avoir posé mes membranes de collagène, j'utiliserai, une fois que ça a été rempli aux membranes de collagène, en dernière couche, la coagulation avec le laser diode. Voilà. Docteur Bournine, j'espère que j'ai répondu à votre question. Eh bien, je crois qu'on n'a plus de questions. Donc, je crois qu'on a terminé. J'espère que
cette présentation vous a intéressé. C'est un peu déstabilisant parce que sur l'application sur laquelle on m'a invité, on n'a pas le retour de l'image. Donc, je suis en train de parler devant juste un tableau, donc je ne vois rien du tout.